Bonjour et bienvenue dans Indépendance financière. Alors que se passe-t-il sur le marché de l'or et sur le marché des devises? Ces derniers mois, en fait, on a assisté à quelque chose qu'on n'a jamais vu, c'est-à-dire des mouvements importants sur les devises, sur l'or, et je vais rentrer vraiment dans le détail pour vous expliquer pourquoi. Donc tout d'abord, en fait, ce qui s'est passé ces derniers mois, et ça s'est accéléré ces dernières semaines, c'est la hausse spectaculaire du dollar. Depuis le 1er janvier 2022, en fait, on a une hausse du dollar de 19%. C'est considérable. À l'échelle de la planète, en fait, ce qui est en train de se passer, c'est que la Fed, tout simplement, a haussé ses taux. Elle a fait une hausse de taux spectaculaire. Et ça, c'est pas une très bonne chose pour tout le monde. Tout simplement parce que monter le dollar, ça veut dire aussi que ça affaiblit les autres devises. Et ça veut dire également que ça peut engendrer une crise grave aux États-Unis. Pourquoi? Parce que quand on a vu ce qui s'est passé en l'an 2000, juste après la bulle Internet, on a eu une hausse des taux qui était assez importante. Et très vite après la hausse des taux, on a vu qu'il y a eu un krach boursier. En 2006, 2007 et 2008, on a eu rebelote. En fait, on a eu une hausse des taux qui était spectaculaire et qui a conduit à la fameuse crise des subprimes. En fait, la Fed a augmenté ses taux qui étaient quasiment à zéro, elle les a montés très rapidement, peut-être trop rapidement, et on a eu derrière la crise des subprimes, c'est-à-dire qu'en fait les ménages n'étaient pas en capacité de rembourser leurs crédits qui étaient pour une bonne partie des crédits à taux variable. Et donc ça a engendré une crise qui s'est propagée dans le monde entier et forcément la Fed a rebaissé ses taux juste après. Et là, rebelote, on est exactement sur le même schéma. À la suite du Covid, les taux sont restés finalement très bas, voire même en territoire négatif en Europe. Et ce qui est en train de se passer, c'est que la Fed remonte rapidement ses taux, à croire qu'elle veut vraiment casser l'économie américaine. Et donc, en faisant ça, évidemment, le dollar devient très intéressant, donc il y a un flux de liquidités qui vient finalement des pays étrangers qui vont mettre leur dollar finalement, qui vont mettre leur argent, leur capital en dollars. En faisant ça, ils sont sûrs d'avoir un revenu et de pouvoir comme ça combattre un petit peu l'inflation. Deuxième élément, c'est justement ce phénomène, l'inflation, qui était censée être transitoire, comme nous disaient certains au gouvernement. Évidemment, on voit que c'est absolument pas transitoire, que l'énergie devient centrale et que devient même le cœur d'un conflit géopolitique. On voit que finalement le gaz n'arrive plus en Allemagne. Il y a de fortes probabilités pour que le gaz russe soit complètement coupé également. Donc je ne vais pas rentrer dans ce domaine-là parce qu'on est plus du domaine de la géopolitique. Mais en tout cas, les conséquences, ça peut être énorme en termes d'inflation, tout simplement parce que si les prix du gaz sont multipliés par 2, 3, 4, ça veut dire aussi que les prix de l'électricité, les prix du pétrole vont suivre. Et donc quelque part, ça a un impact direct, on l'a vu, sur le dollar, sur la valeur de l'euro. Et on a en fait un grand bouleversement, comme Jim Rickards le dit très bien, c'est une guerre des devises. C'est quelque chose qui est en train de se faire. Quand les pays sont plus d'accord entre eux, en fait, ils cherchent à baisser pour certains leur devise, d'autres, comme les États-Unis, vont chercher à la faire monter. Il y a vraiment une guerre des devises qui est en cours. Sur cette guerre des devises, j'ai eu beaucoup d'appels en fait de certains d'entre vous qui s'inquiétaient finalement du prix de l'or. Et en fait, la plupart d'entre vous m'ont dit, voilà, je comprends pas, l'or baisse. Comme vous le voyez sur ce graphique, en fait, l'or en US dollars a baissé de 10% depuis le 1er janvier. Donc c'est vraiment étonnant, tout simplement parce que dans un conflit géopolitique qui est en train de s'aggraver, comment se fait-il que l'or baisse alors que finalement on a une demande qui est très forte, qui est vraiment très soutenue du côté des investisseurs et encore plus du côté des institutionnels? En fait, c'est tout simple, c'est que le dollar, lui, a augmenté de 19%. Et l'or, lui, par rapport à un panier de devises. Et en fait, quand on regarde un petit peu ce qui s'est passé du côté de l'euro, en réalité, l'euro, lui, a chuté de 15%. Donc en réalité, si on regarde un peu ce qui se passe du côté de l'or, il faut toujours regarder l'or en euros. Pourquoi? Parce que quand vous allez mettre en place une stratégie patrimoniale et commencer à mettre en sécurité votre argent, vous n'allez pas investir en dollars. Là, pour la plupart d'entre vous, vous n'avez pas de compte à l'étranger forcément, encore moins aux États-Unis. Et donc, quand vous investissez, c'est en euros. Donc, celui qui a investi dans l'or au 1er janvier, aujourd'hui,
l'or a augmenté en euros de 7%. Donc c'est une belle performance. Évidemment, il y a un pic sur l'or au moment de l'invasion russe en Ukraine et forcément, tout le monde s'est dit que c'était parti. Là, en fait, ce qui est en train de se passer, c'est que les États-Unis cherchent à renforcer leur dollar, ce qui va tout simplement faire baisser aussi mécaniquement en fait, le prix de l'or papier en dollars. Donc, voilà, l'objectif, c'est vraiment de se concentrer sur l'or en euros. C'est encore une fois une très belle performance. Maintenant, ce qu'on voit sur le reste des actifs, en fait, sur tous les différents actifs, c'est qu'on voit que le CAC 40, par exemple, a baissé de 20% depuis le début de l'année. On voit que la livre sterling s'effondre de 21%. Ça s'est accéléré avec les dernières annonces du gouvernement. Et ça, évidemment, on voit que quelque part, il y a un peu une course effrénée en ce moment à essayer de dévaluer sa monnaie. Donc, ça ne pouvait pas mieux tomber. Au moment où le dollar monte de manière vertigineuse, on voit que beaucoup d'autres monnaies, elles tombent. C'est tout à fait naturel. Et donc, la livre sterling a perdu par rapport au dollar 21% depuis le début de l'année, ce qui est considérable. Évidemment, si on regarde du côté de la bourse américaine, le Nasdaq, lui, a perdu 31%. Donc 31%, ça commence à être important. Mais surtout, avec une hausse des taux, il y a de très fortes probabilités pour que ça ne s'arrête pas là. On appelle ça flight to quality, c'est-à-dire qu'en fait, on va mettre son argent dans quelque chose qui est plus stable. Donc là, aujourd'hui, comme la bourse a tendance à baisser fortement, finalement, il y a beaucoup de gens qui vont vendre leurs actions pour pouvoir acheter du dollar, pour pouvoir acheter de l'or, que ce soit en euros ou en dollars, et qui vont chercher à aller dans les actifs tangibles. Et enfin, si on regarde du côté des crypto-monnaies, depuis le 1er janvier, en fait, le Bitcoin a tout simplement baissé de 60%. C'est considérable également. Alors, évidemment, l'objectif, c'est de bien comprendre qu'il y a plusieurs composantes dans les crypto-monnaies. Et surtout, il y a énormément de crypto-monnaies. Aujourd'hui, si on veut être sur un système décentralisé, c'est vrai que la crypto-monnaie est une réponse qui est plutôt intéressante. Face à l'euro qui est en train de s'effondrer, la plupart des monnaies qui baissent assez fortement également, en fait, la crypto-monnaie peut être une solution. La problématique, c'est qu'aujourd'hui, il y a une composante qui est spéculative, qui est assez forte. Donc, sur le long terme, pour se diversifier, pour pouvoir protéger un capital, ce n'est pas une mauvaise idée d'acheter des crypto-monnaies. Maintenant, si l'objectif, c'est de faire de l'argent rapidement et d'essayer de tenter de devenir millionnaire ou milliardaire, ça va être beaucoup plus compliqué. Pourquoi? Parce qu'il y a vraiment une bataille entre tous les actifs, il y a une bataille entre tous les investisseurs également pour aller finalement sur les actifs les plus sécurisés. Voilà, donc en gros, je vous mets le tableau ici. En fait, vous avez tous les indices qui bougent énormément en ce moment, que ce soit sur les énergies, que ce soit sur la bourse, que ce soit sur les métaux précieux ou les crypto-monnaies. Et donc, on revient à la base. La base, c'est une vision très paysanne des choses, c'est-à-dire qu'on va revenir sur des actifs tangibles, qu'on puisse toucher, qu'on puisse facilement mobiliser, qui sont liquides. Et c'est pour ça aujourd'hui que beaucoup de gens vont aux États-Unis acheter du dollar, tout simplement parce que c'est quelque chose de très liquide actuellement. Donc ma vision, elle est très simple. Pour moi, il faut rester sur des choses concrètes, tangibles, comme l'immobilier, mais l'immobilier plutôt en province, pas forcément dans les grandes villes où là on est vraiment en situation de bulle, comme dans les grandes villes comme Bordeaux, Nantes, Paris, Marseille, Lyon, etc. Donc rester sur un prix cohérent, correct, qui tourne autour de 2000, 2005 maximum du mètre carré. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus cohérent avec le revenu des gens. L'objectif, c'est également d'aller sur les autres actifs tangibles tels que les terres agricoles, les forêts, les terrains, que ce soit constructibles ou même les terrains de loisirs. Évidemment, j'irai à l'heure actuelle avec les conflits géopolitiques qui sont en train de s'aggraver un peu partout dans le monde. On voit qu'il y a un gros choc qui est en train de se préparer au niveau mondial, donc l'or devient central pour ça. L'or, c'est vraiment quelque chose qui va traverser les siècles, qui va traverser les années, et pendant ce temps-là, en fait, le fait d'avoir de l'or, même si ça rapporte rien, ça va tout simplement compenser l'inflation. Ça va aussi vous permettre d'avoir un capital qui est absolument pas financier, donc ça permet vraiment de se diversifier et de pouvoir protéger son capital. On peut également aller sur tout ce qui peut être sympathique, comme par exemple on est sur des voitures de collection, des tableaux de maître,
L'art, c'est un marché aussi qui est un petit peu spécifique parce qu'il y a beaucoup de spéculation là aussi. Mais de toute manière, on va avoir un effet dessus, c'est-à-dire qu'en fait, les gens vont chercher à se réfugier dans les actifs tangibles. Donc, il y a un moment donné où même si la demande peut baisser un petit peu, en fait, le prix risque d'être relativement stable dans le temps. Donc l'immobilier, évidemment, je ne vous parle pas de la résidence principale. Je ferai un point spécifique à l'immobilier dans la prochaine vidéo, tout simplement parce que c'est vraiment important de revenir là-dessus. Ce qu'il faut bien comprendre de manière générale, c'est que l'immobilier, dès le moment où on investit et que le rendement est suffisant et qu'on a un cash flow, en fait, peu importe si l'immobilier monte, baisse, je dirais c'est la cerise sur le gâteau si on a une plus-value, mais l'objectif dans l'investissement immobilier, c'est certainement pas de compter sur une plus-value. Dans les grandes villes, on sait très bien que les prix sont au plafond. Il y a de fortes probabilités pour que la hausse des taux continue, que ça soit un peu plus compliqué d'investir et évidemment ça va avoir un impact sur le budget des ménages. Donc si les taux montent, le potentiel d'achat, lui, va baisser mécaniquement et donc forcément il y aura moins de demandes et plus d'offres sur le marché. Et ce qu'on voit également de manière spectaculaire, c'est un report. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une corrélation entre les prix de l'immobilier et la bourse. Pourquoi ? En fait, quand la bourse va bien, généralement, ceux qui possèdent l'immobilier n'ont pas envie de le vendre. En particulier ceux qui ont de l'immobilier locatif. Dès que la bourse commence à baisser et que ça commence à être un problème, comme en 2008, ce qu'on voit, c'est que les vendeurs vendent plus, les acheteurs achètent moins, et à ce moment-là, on a un retournement du marché immobilier, alors même que c'est un actif qui est normalement décorrélé de la bourse. Donc c'est vraiment un effet, je dirais, ponctuel sur le moment où la bourse baisse, où finalement on voit plein de biens sortir. Et donc pour ceux qui sont investisseurs immobiliers qui souhaitent continuer ou commencer ou continuer à investir, en fait c'est une bonne nouvelle puisque les biens vont commencer à sortir de terre avec des rendements qui seront de mieux en mieux et surtout en fait on va commencer à revenir à des prix corrects. Ma vision des choses sur l'immobilier, on en reparlera plus en détail dans la prochaine vidéo. Elle est toute simple, on ne cherche pas la plus-value, on cherche un cash flow, évidemment le plus important possible, mais on va aller plutôt sur les petites villes de province, là où finalement l'immobilier n'a pas trop monté depuis toutes ces années, là où les locataires restent en place longtemps et surtout là où il y a peu de concurrence, parce que la concurrence, elle est dans les grandes villes, Marseille, Nantes, Bordeaux, Paris, etc. Et donc toutes les grandes villes aujourd'hui, c'est extrêmement difficile d'avoir des rendements qui dépassent les 6-7%, voire quasiment impossible à Paris. Voilà un peu une synthèse de la situation actuelle. J'espère que vous ferez les bons choix. Et encore une fois, actif, tangible, c'est vraiment une vision paysanne des choses. On reste sur quelque chose qu'on peut toucher, qu'on peut vendre plus ou moins rapidement et qui va avoir de la valeur quoi qu'il arrive. Voilà, écoutez, n'hésitez pas à commenter cette vidéo, même si vous n'êtes pas d'accord avec moi, si vous avez des bons arguments, je dirais je prends, il n'y a aucun souci. Et surtout, n'hésitez pas à partager cette vidéo et à cliquer sur les liens qui sont juste en dessous. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.